Deuxième partie. Hannah Arendt, les origines du totalitarisme, tome 1, sur l'antisémitisme. L'hostilité envers les Juifs ne prend un sens politique que lorsqu'elle se combine avec un problème politique majeur. Les Juifs, forts en nombre, mais faibles surtout, des boutiquiers. Socialement, ils se situaient entre les grands propriétaires fonciers et les classes des non-possédants. Pendant des siècles, ils ont été des intermédiaires entre la noblesse et les paysans. La première flambée d'antisémitisme eut lieu en Prusse après la défaite devant les armées napoléoniennes en 1807, lorsque les réformateurs transformèrent la structure politique, ôtant à la noblesse ses privilèges et donnant à la classe moyenne la liberté de se développer. L'État-nation prussien atteindra son plein développement avec le Reich allemand de 1871. Introduction du libre-échange et égalité nouvelle des citoyens, formation d'une administration dévouée à l'État, coupée de ses attaches de classe. Édit d'émancipation de 1812. L'aristocratie fut la première à se lancer dans l'antisémitisme politique, édit. Les classes moyennes seront tenues à distance et méprisées. Durant la Sainte Alliance, l'antisémitisme fit place à une discrimination discrète. L'État-nation établit une distinction entre les juifs indispensables, donc acceptés, et ceux qui ne l'étaient pas. Prenant prétexte du caractère essentiellement chrétien de l'État, fermant l'accès aux universités et à l'administration, Bismarck, en 1880, essaya non sans peine de protéger les Juifs contre la propagande antisémite de Strucker. Au XXe siècle, lorsque l'émancipation des masses juives fut enfin achevée pour la première fois, le pouvoir des Juifs privilégiés avait disparu. Il s'établit une parfaite harmonie d'intérêts entre les Juifs puissants et l'État. Les Juifs riches voulaient dominer l'ensemble de la communauté juive et la tenir à l'écart de la société non juive. Ils y parvinrent. L'État pouvait pratiquer une politique de bienveillance envers les Juifs riches et en même temps une ségrégation sociale renforcée qui trouvait son expression dans la théorie conservatrice de l'essence chrétienne de l'État. Apparition de scandales financiers dont la cause était une accumulation de capitaux disponibles. En France, la Troisième République est impliquée dans des affaires de corruption. En Allemagne, c'est l'aristocratie qui est compromise. Les Juifs jouèrent un simple rôle d'intermédiaire. Krach boursier de 1873, Grundelsk-Schwizdel et affaire de Panama. Pas une seule maison juive ne fit fortune. Promesses de profits fabuleux qui se soldèrent par des pertes. La petite bourgeoisie devint brusquement antisémite car durement frappée, ayant investi de petites épargnes individuelles irrémédiablement perdues. L'expansion capitaliste a fait disparaître les détenteurs de petits capitaux. Ces petits bourgeois étaient les héritiers des guildes d'artisans et de commerçants protégés par un système qui prohibait la concurrence. Ils furent les premiers à réclamer un État-providence qui leur garantisse les emplois hérités de leur famille. Pour le petit boutiquier, le banquier semblait être un exploiteur, comme le grand industriel pour l'ouvrier. Beaucoup de ces banquiers étaient juifs avec des traits historiques. Friedrich Engels a fait remarquer que les protagonistes de l'antisémitisme étaient les aristocrates, la populace petite bourgeoise déchaînée, jouant le rôle du cœur. Bockel, premier antisémite déclaré élu au Parlement, devait son siège aux paysans de Hesse qu'il défendait contre les Juifs, c'est-à-dire contre la noblesse qui possédait trop de terres et contre les Juifs dont ces paysans dépendaient pour le crédit. Ces premiers partis antisémites proclamèrent qu'ils étaient un parti au-dessus de tous les partis. Ils étaient des groupes dont les députés représentaient les intérêts de leurs électeurs.
ambition de représenter la nation tout entière, de s'assurer le monopole du pouvoir et de s'emparer de l'appareil d'État, de s'en substituer. Proposition de Fritz d'éliminer les Juifs lors de l'un des premiers congrès antisémites, 1886, et de rendre tous les partis hostiles aux Juifs. Cette proposition ne fut pas accueillie favorablement car destinée à supprimer aussi le corps politique de l'État-nation. La revendication de ces partis antisémites coïncida avec les débuts de l'impérialisme. En Europe, des mouvements annexionnistes furent farouchement antisémites. Les Alldeutscher Verband prétendaient tous être plus que des partis. Les antisémites réclamaient tout le pouvoir. Ils demandaient juste ce que les Juifs avaient obtenu en fait. Cette idée leur tenait lieu de programme de politique intérieure et il fallait prendre part aux luttes sociales. Les antisémites combattaient les Juifs comme les ouvriers et la bourgeoisie. Ces partis fondèrent immédiatement une organisation supranationale de tous les groupements antisémites d'Europe. Ils avaient déjà prévu l'étape suivante, l'établissement d'un gouvernement intereuropéen au-dessus de toutes les nations. Rupture fondamentale avec l'ordre existant. Les Juifs étaient le seul élément intereuropéen dans une Europe divisée. Leurs ennemis s'organisent selon le même principe. Argument de propagande. Il était facile de persuader l'opinion publique de la nécessité d'une organisation supranationale. Le banquier d'État juif avait survécu à la chute de la monarchie des Habsbourg. Efficacité des slogans antisémites après le krach financier de 1873. Les partis antisémites français n'avaient eu aucune ambition supranationale. Les nazis ont profité de la disparition du culte de l'État à l'origine, culte du prince régnant par la grâce de Dieu, absent en République. Les cléricaux se trouvent dans le camp antisémite. Les socialistes français se déclarèrent finalement contre la propagande antisémite au moment de l'affaire Dreyfus. Les Juifs d'Alsace vivaient encore des prêts qu'ils consentaient aux paysans. En France, il s'agissait plutôt de xénophobie générale. Les Juifs devinrent le stéréotype de tous les étrangers. Soupçon naturel de sympathie pour l'ennemi national. La thèse de Louis-Ferdinand Céline, les Juifs avaient empêché l'unité politique de l'Europe, provoqué toutes les guerres depuis 843, 9e siècle, et ruiné la France. L'école des cadavres, ouvrage publié au début de la guerre. Céline n'établissait pas de distinction entre juifs nationaux et étrangers, entre bons et mauvais juifs. Il allait droit au but et réclamait le massacre de tous les juifs. Bagatelle pour un massacre, 1938. Accueil favorable des principaux intellectuels français, en partie convaincus que ce n'était qu'une nouvelle fantaisie littéraire. Les nazis le considérèrent toujours comme le seul véritable antisémite français. Le bon sens propre aux hommes politiques français et leur respectabilité profonde les empêchèrent d'accueillir ce charlatan et cet illuminé. Les Allemands se contentèrent de Doriot, disciple de Mussolini, et Pétain, qui ne comprenait rien aux problèmes modernes, pour exterminer les Juifs. Peu importe, de bons journalistes comme Édouard Brumont ou de grands écrivains comme Georges Bernanos servent une cause, les illuminés l'emportaient. La France n'eut jamais de véritable parti impérialiste, élément décisif en dernière analyse. Seule une alliance avec l'Allemagne aurait permis à la France de concurrencer l'Angleterre pour le partage du monde. La France ne se laissa jamais tenter, en dépit de son ressentiment envers l'Angleterre. Malgré son déclin, la France resta la nation par excellence. L'émancipation allait libérer les Juifs cultivés. 1808, lors du vote de la loi municipale allemande qui donna aux Juifs la plénitude des droits civiques, mais non des droits politiques. Dans l'édit de 1812, lorsque la Prusse recouvre la Posnanie et sa nombreuse population juive après la chute de Napoléon, la société berlinoise quitta avec empressement les salons juifs.
discrimination sociale et spectre du juif. L'assimilation avec ou sans conversion ne constitua jamais une menace sérieuse pour la survie des juifs, accueillis ou rejetés. À chaque génération, chaque juif eut à un moment donné à choisir son personnage. Paria exclu de la société, parvenu ou celui qui s'adapte en trahissant le secret de son peuple. Cette dernière voie était malaisée car ces secrets n'existent pas. Il faut les inventer. Regret du paria de n'être pas devenu un parvenu et la mauvaise conscience du parvenu qui a trahi son peuple et troqué l'égalité des droits contre des privilèges personnels. À l'origine, souvenir et espoir spécifiques en commun. Avec l'assimilation, l'interprétation a changé hormis la conscience d'appartenir à un peuple élu. D'Israéli n'était pas le seul à se croire élu sans croire à celui qui élit. L'intelligentsia juive suivait le mouvement général de laïcisation, perdant la foi en une humanité libre et indépendante. Influence des réformateurs qui transforment la piété juive de l'espoir messianique et la foi en l'élection d'Israël. Divorce entre le concept d'élection et l'espoir messianique, alors que dans la religion juive il constitue deux aspects du plan divin de rédemption de l'humanité. Avec la laïcisation, l'individu est lui-même l'objet du culte. L'individu est son propre idéal et même sa propre idole. Le vieux concept religieux d'élection cesse d'être l'essence du judaïsme pour devenir l'essence de la judéité. D'Israéli est un Anglais impérialiste et un Juif chauvin, nationalisme perverti. D'Israéli, écrivain peu doué, intellectuel, devenu membre du Parlement, chef de son parti, puis Premier ministre et ami de la reine d'Angleterre. Dans son premier roman, Alroy, en 1833, les Juifs seraient la classe gouvernante strictement séparée. Dans Königsby, il renonce au rêve d'un empire juif et déclare une machination dans laquelle l'argent juif fait et défait palais et empire et tire les fils de la diplomatie. Il ne renonça jamais à cette idée d'une influence mystérieuse et secrète exercée par l'élite de la race élue. Cœur de sa philosophie politique, il était persuadé qu'une sorte de société secrète tenait les destinées du monde. Fin de la deuxième partie.